François n'a que 6 années d'études de médecine derrière lui. Il démarre tout juste son internat. Pour devenir médecin généraliste, il doit mettre en pratique ses connaissances universitaires pendant 2 ans à l'hôpital. Dans cet épisode, il va assister à sa première annonce de cancer et il va devoir apprendre à traiter la douleur d'un homme atteint d'une maladie sans espoir de guérison. Sixtine est dans sa 8e année d'études de médecine. Elle veut devenir gynécologue obstétricienne. Dans cet épisode, elle va devoir essuyer la dureté de son supérieur après une erreur grave sur une de ses patientes. Quand on dit que la CVC c'est important, c'est pas que pour vous faire chier. Donc je vais te faire compléter les ensemble. David entre dans sa 10e année d'études de médecine. Si tout va bien, dans 2 ans, il obtiendra le titre de chirurgien plasticien. Mais dans cet épisode, David va faire face à un événement grave qui va tout remettre en cause. Ça me fait bien chier quand même. Ça me fait grave chier. Après 8 ans de médecine, Paul est en 3e année d'internat. Son ambition, comme François, il veut devenir médecin généraliste. Dans cet épisode, il va affronter une des gardes aux urgences les plus redoutées de toutes, celle du 31 décembre. Vous avez l'impression d'avoir reçu un dieu. Ouais. D'accord. Et comment ça va, là, vous, dans votre tête là? Bien. Bien? Ouais. D'accord. Bon. Après 11 ans d'études de médecine, Delphine va bientôt devenir une grande chirurgienne, spécialiste des transplantations d'organes. Dans cet épisode, elle va prendre l'initiative de laisser opérer une co-interne au mépris de sa hiérarchie et rendre visite à une des patientes à qui elle a greffé des poumons. Si on l'avait pas greffé, au jour d'aujourd'hui, on sait pas forcément si elle serait encore avec nous. Non. Début de nuit aux urgences, le 31 décembre. Docteur Perruche, on est médecin des urgences, d'accord? On va vous détacher, monsieur, d'accord? Regardez, voilà. Monsieur, voilà. Vous avez prévu, là. Vous avez prévu. Qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme vient d'assister au suicide d'un ami sur son lieu de travail. Une scène insoutenable à vivre. Depuis, il n'est plus vraiment lui-même et ne maîtrise plus ses actes. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Avec une forte dose de calmant, ce patient est rapidement isolé dans un box. La violence de cette scène ne doit pas se propager plus longtemps dans le service, ni inquiéter les autres malades. Au revoir. J'ai besoin d'un médecin au déchocage. Paul n'a pas participé à cette intervention un peu musclée, mais cette soirée du Nouvel An lui réserve des moments aussi difficiles. C'est un médecin, quoi. C'est toi, mon ami. C'est pas une phlébite. Je vais revenir vous voir. D'accord. J'arrive. Bonjour, madame. Elle a une hypertension, elle était à 91 sans oxygène. L'infirmière a fait 2 électrocardiogrammes sur sa patiente. Problème, sur l'un des 2, une anomalie montre qu'une crise cardiaque est imminente. Vous avez mal dans la poitrine depuis combien de temps? Depuis combien de temps vous avez mal dans la poitrine? Alors, attendez, parlez-moi gentiment.
Oui, je vous parle gentiment. Depuis combien de temps vous avez mal dans la poitrine? Ça fait un mois passé. Non mais attends 2 secondes là. Faut lui refaire parce que là elle a un sudécalage. Hein. Donc là elle a un infarctus et là elle en a pas. Hein. Donc on lui refait tout de suite très vite. Paul décide de faire un nouveau tracé en urgence. Et vous avez déjà fait des infarctus? Ben oui, Ouais. Et là cette douleur? on met de l'eau dans le dos. Ouais. Les résultats le laissent sceptique. Je reviens vous voir tout de suite un petit peu plus longuement. Hein? Impossible d'aller plus loin et de prendre une décision sans les conseils de son chef. Ça c'est ses ECG. Donc ça m'emmerde un peu parce que les tracés sont différents. Le truc, c'est qu'elle me dit qu'elle a mal depuis 1 mois, donc... Je peux lui mettre un petit peu de Risordan ou pas, à la dame? Donner l'oxène-péros, c'est ça? On va lui mettre un peu 1 milligrammeur. Ouais. J'ai appelé le cardio, j'attends, je la passe en USR. Un peu de l'Asie. On sait rien. Oui, c'est fait, je vais lui mettre 60 mg. Et je vais la présenter à Roger derrière. Fausse alerte pour cette fois. La patiente de Paul ne fera pas de crise cardiaque ce soir. Elle finira son réveillon en unité de surveillance rapprochée. Il est presque minuit. Les urgences continuent à se remplir. Les causes sont toujours un peu les mêmes. Abus d'alcool. Le 31 décembre tient toutes ses promesses. Paul accueille son dernier patient de l'année. C'est autre chose. Ce jeune cuisinier a dû quitter en urgence son restaurant en plein réveillon. Ouais, et puis il va falloir l'explorer, ça, je sais pas trop. C'était aujourd'hui, là, hein? Tu vois, il faut, là, ça, c'est un petit caillot, faut l'enlever. Désolé, je suis à l'hôpital, je suis coupé au doigt. Je te rappelle. Et un gros hôpital, comme gagner le jung, même notre région. Voilà. Allez-y, posez la main là. Allez, faites-moi un doigt d'honneur comme ça, là. Je fais une toute petite piqûre pour faire l'anesthésie. Vous commencez bien l'année 2010? Comment? Oui, ça commence bien. Ça commence pas bien, mais on n'est pas déçus. Hein? Là, moi, je me sens pas de le faire. Là. J'ai demandé à mon collègue orthopédiste ce qu'il en pense. Brigno, tu as attendu un Miao, merci. Allô? Oui, c'est Walid? Oui, c'est Paul, aux urgences. J'ai une plaie de la face palmaire du majeur gauche chez un droitier assez délabrante. J'aurais bien aimé que tu la vois, si possible. Puis voilà, comme ça, on boira un verre pour le 31. OK? À toutes. Salut. On va boire un pot, hein, et on va pas se laisser abattre. Allez, viens, on va boire un verre. Voilà. On va boire un verre, hein. On va boire un verre, on va pas se laisser abattre. Hein. Il est où, François? Ah bah voilà. Dans la salle de repos, le personnel médical a fait les choses en grand. Fromage, chips, crevettes, punch, tout y est pour faire la fête. Bon, bah allez, à la vôtre, hein. Quelle heure il est? Pas encore. Pas encore? On va voir le patient, on va pas attendre minuit, hein. Si, on attend. Allez, on y va avant, on a le temps. On a le temps, Walid, on a le temps d'aller voir le patient. Mais dans le feu de l'action, et parce qu'il n'aime pas beaucoup les embrassades, Paul préfère s'occuper de son patient. Je vous présente mon collègue chirurgien. Allez, rallongez-vous. Un petit coup de porto cul sec, ça m'a... Bon, ça sera juste un verre. Hein. Donc en fait, tu insistes, bah tu vas me montrer, parce que moi, j'aurais pas su faire. Pour une fois,
face à son ami interne en chirurgie, Paul va faire l'élève. Voilà, je me suis trompé. Là, cette fois-ci, c'est le spécialiste qui nous apprend. J'aurais pas été à l'aise pour faire ça. Bonne année, merci. Donc c'est la première suture de 2010 à Cochin. Ah ouais, vous êtes notre premier patient de 2010. Premier patient 2010. Première suture à Cochin. 2010. Que demande le peuple? Ça va, chef? Oui. Bon, Walid, merci beaucoup. Merci à toi. Mais pas de mots, hein, c'est pas la peine. Hein. C'était plutôt sympa. On s'est bien marré, l'interne d'ortho est sympa. On a bien ri, le patient était sympa, il était content d'être là. Et vous? Ouais, c'est sympa. Moi, je préfère plutôt être aux urgences qu'être à faire la fête je sais pas où. Ok. Ça te fait rire, hein, Walid? Merci beaucoup, Walid. Merci à toi. C'est cool. Bonne année, Walid. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Allez, merci, Walid. Vous n'avez pas eu de douleur dans la poitrine? Voilà. Paul est loin d'avoir terminé sa nuit du 31 décembre. Une nuit un peu spéciale qui va lui réserver encore bien des surprises. Service de médecine interne, il est 9h. Ce matin, François a un rendez-vous important avec son chef de service, le docteur Olivier Ribière. Bonjour. Il faut qu'on parle un petit peu... Tiens, pousse la porte, là. S'il te plaît, qu'on soit entre nous. La consultation de ce patient pour lequel tu nous as présenté le dossier, la consultation d'annonce. Donc, consultation d'annonce, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, oui. À peu près, enfin, Vas-y, donne-moi ta définition. Ma définition de la consultation d'annonce, c'est une consultation où on annonce une mauvaise nouvelle, où on annonce le diagnostic de cancer, en indiquant au patient où on en est, quels sont les résultats des examens, quel est le stade de la maladie. Quand on a la certitude du diagnostic, c'est-à-dire généralement une histologie, un prélèvement à la patte, on explique au patient qu'on a trouvé un cancer, consultation d'annonce de cancérologie. C'est un moment très difficile parce que, bien sûr, psychologiquement, c'est effroyable d'entendre ce genre de choses. Hein. C'est la mort, l'image de la mort qui plane derrière et toutes les peurs qu'on a tous. Mais en gros, il y a des étapes dans le raisonnement. C'est donner les informations, rassurer, essayer de rassurer les gens, essayer d'être positif et tout de suite présenter le traitement, ce qu'on va faire. Donc, c'est pas une partie agréable de notre métier, je dirais, mais c'est extrêmement important. Voilà. Donc, tu le feras un jour quand tu seras dans ton cabinet aussi, hein, tu géreras des choses comme ça. Mais il faudra le faire. Voilà. Donc à tout à l'heure, je t'appellerai à ce moment. Ok, achètera. Cette consultation d'annonce est importante pour François. Dans ce service, il est très souvent confronté à des patients atteints de cancer en stade terminal. Moi, je vois pas d'épanchement. Je pense pas qu'elle a une acide. Alors très vite, il doit apprendre à gérer toutes les étapes face à cette maladie. Au niveau du traitement contre la douleur, vous avez encore mal, là? En commençant par l'annonce elle-même. C'est pas votre chambre, ici. Il faut faire demi-tour. Il est maintenant 10h. Dans quelques minutes, François va assister à sa première consultation d'annonce d'un cancer. Pour cette difficile épreuve, et parce qu'il n'est qu'en première année d'internat, il ne fera qu'être présent dans la pièce. C'est son chef de service qui va faire le reste. J'ai une mauvaise nouvelle à vous donner puisque j'ai eu le résultat des biopsies dans le fond qui trouve un cancer qui malheureusement ce qu'on redoutait. Alors, bon, un traitement
traitement s'impose, et s'impose rapidement. Donc là, c'est sûr que ça appelle un type de traitement de chimiothérapie particulière. Je pense que vous savez qu'on était inquiet, on ne vous l'a pas caché. J'étais inquiet également. Oui, je sais bien. Le cancer donc, que vous avez identifié, cancer donc, du poumon, oui. Est-ce qu'il y a déjà des métastases? Vous êtes en observation? On pense que les petites images qu'on a vues dans le foie, et surtout les images plus nettes qu'on voit dans l'os, ce sont des métastases. Je comprends, non, les craintes dont il s'agit, c'est un des cancers quand même les plus sérieux. C'est un cancer sérieux. Et bon, j'ai ça, c'est clair. À l'âge que j'ai, je devais attraper peut-être un jour quelque chose d'assez sérieux. Je l'ai, c'est officiel. Bon, il faut que je vois clair dans les mois à venir. Maintenant, j'apprécie que vous m'ayez parlé très directement, et vaut mieux ça. Bien. Si vous me dites, vous avez sur 10 chances, on n'entre pas dans ce jeu de statistiques. On peut avoir de très bonnes surprises comme on peut en avoir de mauvaises. Donc on part, de toute façon, il faut traiter et nettoyer, faire les traitements actifs et voir ce qui se passe. L'entretien a duré à peine 15 minutes. Pendant ces secondes interminables, François n'a pas ouvert la bouche, pas une seule fois. On sentait que la vie du patient allait vraiment être chamboulée, vraiment changer. Voilà, mon objectif, moi, c'était de voir comment les uns et les autres réagissaient, à la fois le médecin, à la fois le malade, pour pouvoir plus tard assumer ce rôle d'annonceur de mauvaises nouvelles. Le travail de médecin, c'est avant tout un travail de relation, un travail humain. Donc les sentiments les sentiments sont là, les émotions sont là. On est obligé de faire avec, on est obligé de les assumer. Là, on touche à un point de la médecine qui est vraiment très dur. Donc, c'est des choses qu'on n'apprend pas sur le tas, on apprend tout doucement. Moi, en tant qu'interne, j'ai 6 ans d'études derrière moi et ce genre de choses, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Delphine habite seule à Paris, à 2 pas de la place de l'Étoile, dans un petit appartement prêté par ses parents. Tous les matins, elle se lève à l'aube. C'est un peu une drôle de vie, ouais. Enfin, je pense que au départ, on se rend pas compte et puis ça prend toute la vie en fait. Mais j'aimerais parfois avoir un peu plus de temps pour moi, pour construire ma vie, mais c'est vrai. C'est pas simple de vivre avec quelqu'un quand là régulièrement je rentre à 9h30, 10h du soir, sans que je sois de garde, sans que voilà. C'est pas très marrant quand vous vivez avec quelqu'un. Ça me rend triste parce que j'étais pas seule avant et que voilà, c'est sûr que en ce moment d'être seule, je me dis bon ça. Depuis quelque temps, je me dis bon, c'est bien de faire ce métier, d'être super heureuse, d'être tout ça au boulot, mais bon, c'est bien quand on peut le partager avec quelqu'un aussi, c'est sûr. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non. À peine arrivée à l'hôpital, Delphine passe prendre des nouvelles de sa patiente greffée des poumons, 1 mois après l'opération. Vous allez bien? Très bien. Pour cette femme de plus de 70 ans, une nouvelle vie commence. Voilà. Non mais c'est vrai, ça fait plaisir de vous voir après toutes les étapes que vous avez traversées. Voilà.
Et le vélo, c'est passé comment cet après-midi? 5 minutes. Première fois. Bah quand même, voilà. Oui. Faut que les muscles reviennent là. Vous êtes resté quand même 1 mois en réanimation. Donc ça laisse des séquelles, hein, d'être allongé, pas bouger. Et là, par rapport à avant la greffe, vous... Libéré. Ouais. Libéré. Oxygène, tout ça. Là, vous aviez l'oxygène à la maison en permanence, en fait. En permanence, tous les jours. Ouais. Je ne pouvais plus sortir. Je ne pouvais plus marcher. C'est génial, quoi. Donc, j'ai les petits-enfants qui m'ont dit, on te retrouve. Ça fait très plaisir, quoi, vraiment. Là, on a vraiment accompli quelque chose, quoi. Enfin, si on l'avait pas greffée, ben, au jour d'aujourd'hui, on sait pas forcément si elle serait encore avec nous. Non. Faut dire quelque chose comme ça, hein, quand même. Hein. Ils ont tout fait pour que je m'en sorte. Merci. Je vous raconterai peut-être à mes arrière-petits-enfants. Voilà. Non, mais c'est très bien. Maintenant, je vais courir. Ouais, bah, j'attends de voir ça. Vous montrerez ça. Bah, continuez comme ça. Hôpital de la Conception, 5e étage, chambre 569. Journée noire pour David. C'est l'arroseur arrosé, là je me suis planté en scooter et je me suis fait une fracture de la cheville, donc super, il faut que je me fasse visser tout à l'heure. Donc voilà, c'est parti pour 1 mois et demi sans poser le pied. Donc ça me fait grave chier, je suis très emmerdé, quoi. Une fracture du péroné va l'écarter pendant plusieurs semaines des blocs opératoires et va remettre en cause son stage. Pour ce jeune chirurgien plein d'ambition, c'est la pire chose qui pouvait arriver. C'est bien ça, j'ai jamais fait de me faire brancarder. Même si David n'est pas très heureux d'être trimballé dans cet état, pour les infirmières, ce n'est que du bonheur. Je me suis cassé la cheville. Ah bah oui, c'est l'occasion de changer de... Voilà, de changer de côté. De côté, j'espère que ça va bien. Si tu as besoin, je peux t'opérer. Merci. Prends ça, toi. Courage. Merci. Oui, je me suis pété la cheville. On vous réceptionne volontiers. Y a pas... Non, jamais de la vie. Allez, volontiers, on va pour ce monsieur. Voilà, tu vois, on accompagne ce monsieur. Il n'y a pas de problème. Merci. Vous venez à aujourd'hui à 10h. Ah, ce matin. Je te rends comme ça, non? Merci, ouais, tu as raison. Bon, bah, si je te vois pas, bon rétablissement. Au revoir. Et tu vas me voir bientôt, hein. Oh, j'espère bien. Bon, t'es dans ton bonne main là. Ouais. Je suis entre 2 bonnes mains. Ça me fait bien chier quand même. Ça me fait grave chier. Bon, tout s'est bien passé pour David. Comme prévu, tout va bien. Maintenant, pour opérer, je vais attendre 1 mois quand même. Un peu moins, on verra. Et coucou. Ça va? Ouais. Journée ordinaire à la maternité du centre hospitalier de Versailles. Tous les matins, le rituel est toujours un peu le même. Des bébés qui sont nés pendant la nuit et bichonnés par les sages-femmes.
Est-ce que tous les médecins présents peuvent rester là pour la semaine prochaine? Une réunion avec Sixtine et ses co-internes pour parler des accouchements et des interventions chirurgicales de la journée. Elle est partie se changer. J'ai reçu mon café. Ah, tu vas pouvoir nous offrir un café alors. Et la pause café, avant d'attaquer. 2 petits crèmes avec du lait chaud, s'il vous plaît. Boire le café, mais pas seulement. Ces petits moments entre filles sont souvent prétexte à parler de leur vie d'interne. Pas toujours facile à faire accepter par le conjoint. Moi, de toute façon, il me dit toujours je préfère que tu sois médecin que fonctionnaire à la poste. Donc, si j'avais voulu faire des courses tous les jours, bah, j'aurais peut-être fait autre chose. Je sais pas quoi. Mais... Il aurait fallu des sous. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'en fait... Comparé à ma petite sœur je gagne 2 fois moins qu'elle, quoi. Ouais. Combien je vous travaille gagnez, pas chez combien moi. vous gagnez à peu près La paye, la base d'un salaire d'interne, c'est 1005 à peu près. On fait pas médecine pour l'argent. On le fait pourquoi alors? On le fait parce que c'est un beau métier et qu'on est passionné et que voilà. Oui, mais bon, faut arrêter. Attends, c'est quand même aussi un métier comme tous les métiers, c'est pour vivre. Bien sûr. Sous prétexte qu'on a une vocation, et bah, Je dis pas que on est corvéable à merci. Si on avait voulu bien bien sûr. gagner notre vie, c'est pas ce métier-là qu'on aurait fait. Non, parce que c'est c'est sûr. quand même galère, c'est 10 ans d'études. Et que même quand on est interne, on a encore des diplômes à passer, des mémoires à faire, des thèses et des machins. Ça s'arrête jamais finalement la formation. C'est quoi le plus dur en fin de compte? Non, mais au final, c'est quand même sympa. Hein. C'était bon. Il est 10h. Les choses sérieuses commencent pour Sixtine, avec sa première patiente. Depuis 2 ans, cette femme cherche à avoir un enfant sans succès. De plus, ces derniers temps, elle souffre de douleurs anormales pendant les règles. Pour comprendre et faire un bilan d'infertilité, Sixtine doit inspecter l'utérus de sa patiente. On va faire une hystéroscopie diagnostique. On va mettre une caméra à l'intérieur de l'utérus de la dame pour voir s'il y a des choses d'anormal ou pas. Et après, on va faire une célioscopie diagnostique où on met la caméra dans le ventre et on réalise des gestes, s'il faut réaliser des gestes. Et on va regarder l'état de son utérus, de ses trompes, de ses ovaires, pour essayer de faire le bilan de ses douleurs et de son désir de grossesse. Cette série d'interventions, elle ne va pas la faire toute seule. Son senior sera à ses côtés. Mais quelques minutes avant l'opération, il y a un sérieux problème. Alors que sa patiente est déjà sous anesthésie générale, Sixtine a oublié de faire une chose importante, un test de grossesse. De quoi énerver le docteur Letoïc. Si elle est enceinte, ça va pas bien se passer. Ouais. Voilà. Donc il faut qu'on lui fasse des bêta-HCG, c'est ça? Ouais, sauf qu'on les aura à la fin de la chirurgie, les bêta-HCG. Donc on fait quoi? On attend que le résultat des bêta-HCG aille s'endormir ou on l'opère? Bah, dans l'absolu, il faudra attendre les résultats des bêta-HCG. Ou commencer par la célio. Quand on dit que CB c'est important, c'est pas que pour vous faire chier. Bah écoute, je sais pas quoi te dire, je suis désolée. J'ai peur d'attaquer les enceinte. Une grosse responsabilité sur les épaules. Et bah. Si cette patiente est effectivement enceinte, une telle opération risque de lui faire perdre son enfant. C'est un peu violent pour Sixtine, mais c'est pas la première fois que je lui fais la remarque. Ouais. Voilà, et donc, bah, si c'est pas passé la première fois, peut-être qu'en changeant de méthode, ça va mieux passer les fois suivantes. On a certaines responsabilités qui nous permettent de pas de faire n'importe quoi avec les patientes. Et ça permet quoi? Ça permet à Sixtine d'apprendre son métier de cette façon-là Ça permet peut-être de prendre conscience un peu de l'importance des choses à faire. Ouais. J'espère. Le docteur Letoïc a pris une initiative. Sans en parler à Sixtine, il a lancé d'urgence l'analyse manquante. Si le résultat est positif et que la patiente attend un enfant, l'opération est annulée et cette femme aura été endormie pour rien. 1 heure plus tard, le laboratoire appelle, la nouvelle tombe. Inférieur à 12. Donc c'est négatif. Inférieur à 12. Alors, Ah moi, putain, inférieur à 12, alors ça c'est vraiment le chiffre bâtard quoi. Inférieur à 12? Inférieur à 12. Donc je lui dis, Vous pouvez pas faire mieux. Inférieur à 12, ça veut rien dire quoi. C'est bien.
Mais elle ne dit pas c'est négatif. C'est négatif. Bah, normalement, quand c'est négatif, c'est inférieur à 5 ans. Ça veut dire que vous pouvez l'opérer? C'est bon, on peut l'opérer. Elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte, mais on a perdu 1 heure. Voilà. Tu l'as examiné? Oui, je l'ai examinée. Et elle a un utérus antéversé. Pendant plus de 2 heures, pas à pas, le docteur Letoïc va accompagner les gestes de Sixtine. Le but, l'aider à mieux maîtriser l'hystéroscopie et la célioscopie de cette patiente. J'ai rien du tout. Abaisse ta main, mon Dieu. Voilà. Le seul truc, c'est que j'arrive pas à me situer. Non, ça va pas. Tu vois? On reprend. Lâcher. Même si, de temps en temps, il doit reprendre la main, comme pour enlever le nodule qui fait souffrir cette femme. Mission accomplie pour Sixtine et son senior. Cette patiente ne souffrira plus de douleurs abdominales et pourra espérer un jour mettre au monde un enfant. Je trouve qu'elle s'est bien débrouillée sur l'hystéroscopie. Elle avait des gestes qui étaient fluides, qui étaient les bons. Voilà, parfois peut-être quelques difficultés dues à sa jeunesse pour s'orienter avec l'hystéroscope, mais elle s'est bien débrouillée sur l'hystéroscopie. Et puis la célioscopie, c'est moi qui ai fait le nodule, donc là. Mais elle m'a bien aidé en montrant comme il faut les lésions et en exposant correctement. Il y a beaucoup de choses à apprendre et la chirurgie en particulier nécessite un apprentissage très long. Donc la route est encore longue, mais elle est en bonne voie. Donc elle a un potentiel. C'est bon. Le but, c'est quand je ferai une garde, quand je serai chef, c'est de pouvoir faire une cellio en urgence s'il y a besoin, voilà. C'est mon but. Aujourd'hui, c'est pas encore possible. Aujourd'hui, c'est loin d'être possible. Avec le stress de cette première opération, la journée au bloc de Sixtine s'annonce éprouvante. Une journée simplement ordinaire. Aux urgences de Cochin. Il est maintenant 3 h du matin, ce 1er janvier. Cela fait 14 heures que Paul est debout, sans dormir. Il continue à enchaîner les patients qui, pour certains, ont un peu de mal à commencer l'année. Dans un box, les infirmiers ont installé un homme de 46 ans, un peu spécial. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis le médecin. Alors, enchanté. Enchanté. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Au départ, cet homme est venu aux urgences pour une simple douleur abdominale. Mais à peine installé dans le box, à la surprise générale, il s'est totalement déshabillé et a chaussé des lunettes de soleil. Je sais pas comment vous dire, vous allez me prendre sûrement pour un dingue. Voilà. Bah non. Vous avez l'impression de... D'avoir reçu un dieu. Ouais. Ouais. D'accord. Et comment ça va, là, vous, dans votre tête, là? Bien, bien, bien. Bien? Vous avez déjà été hospitalisé ou pas? Ici? En règle générale, dans votre vie? Oh, oui. Ouais, c'était pourquoi? Oh, vous allez sans m'en rire. Dites-moi. Bah, en psychiatrie. Ouais? Ouais. Il y a des gens qui vous parlent, là? Vous entendez des voix, des sons, ou des images, ou comment ça se passe, là, en ce moment, ces jours-ci? D'accord. J'ai l'impression de parler avec des... Avec des gens ou pas? Ouais, oui. Télépathie, Ouais. moi j'ai appelé ça. D'accord. La folie, hein. Mais c'est des gens qui vous parlent ou c'est des voix qui correspondent à pas grand-chose? Comment ça se passe, là? Non, non, c'est des... moi je suis sûr que c'est des gens, c'est pas des voix. Qui vous parlent? Oui, oui. D'accord. Et c'est qui ces gens-là? Il y en a plusieurs ou... Oui, oui, oui. Il y en a plusieurs. Et ça fait combien de temps là qu'ils vous parlent? Bah c'est par parcimonie. C'est pas... Par moment, quoi, c'est ça? Par moment. D'accord. Et là, ça revient ces jours-ci, ces semaines-ci ou... Oui. Ouais. D'accord. Par ailleurs, je vous sens un peu angoissé quand même. Ouais, allez-y, je vous écoute. Hein. Ouais.
Non, je sais, c'est une question. Bah, non, c'est pas une angoisse, mais... je vous sens pas dans votre assiette, quoi, quand même. Non, parce qu'à chaque fois, c'est pareil. J'essaye de travailler, de m'en sortir, et à chaque fois, c'est pareil, c'est pareil. On veut pas que je travaille, on veut pas que je touche d'objets tranchants, on veut pas que je... Hein, j'ai le cœur au centre, il paraît, alors bon... Oh, mais tout le monde. Hein, bah oui. D'accord. Moi, je vous examine et je m'occupe de cette boule-là, ce qui vous inquiète. Même si, à première vue, ce patient a surtout besoin d'un psychiatre, Paul doit d'abord écarter la douleur abdominale. Respirez. Ça me parle à côté. Attendez, je vous entends pas. Très bien. Vous me disiez? Ça vient de me parler à côté. Ça me disait de me foutre à poil. Ah ouais? Ça, c'est bien malade. Belkacem, je viens de voir un mec dissocié, mais comme dans les livres. Je rentre dans le box, tout nu, avec des lunettes de soleil. Il est suivi? Il a été suivi, mais je pense qu'il est plus suivi, là, parce que sinon, j'aimerais pas avoir son psychiatre. C'est terrible. Paul ne veut prendre aucun risque avec ce patient, à l'état mental un peu fragile. L'homme passera le reste de la nuit aux urgences, sous la haute surveillance d'un psychiatre. Il est 7 h du matin. Après 18 heures de travail en continu, Paul termine sa garde, un peu sur les genoux. Je suis explosé, là. Explosé. J'ai pas dormi. Mais bon, ça, vu le monde qu'il y avait à 17 h, c'était prévisible qu'on dormirait pas. Voilà. C'est con, hein, parce que ça aurait pu être câble. Hein. Allez, on y va, c'est pas grave. Allez, on passe par où? On passe par là-bas. Allez. François n'est pas de bonne humeur ce matin. Le trajet de 45 minutes depuis Paris n'est pas toujours facile à vivre, surtout les jours de grève. Ce matin, on est un peu en retard. On a eu des problèmes sur la ligne Montparnasse-Rambouillet. Donc c'est un peu chiant là, j'ai un peu marre des transports. Et comme un fait exprès, pour la première fois, François participe ce matin à une consultation assez délicate. Il a rendez-vous avec le docteur Tubert, un spécialiste du traitement de la douleur en soins palliatifs. Je finis ça, puis on va aller voir monsieur. Très bien. On va le voir ensemble, ouais. Parce qu'on est dans une situation un peu compliquée pour lui. On va faire le point de comment il a ressenti ce qui s'est passé ces derniers temps, rééquilibrer son traitement. Ouais. On prévoira une date où ça sera toi qui le verras à ce moment-là. Ça marche. Parfait. C'est une opportunité d'apprentissage. On sait bien que les études médicales, c'est un apprentissage par compagnonnage. Et donc, je trouve ça très bien d'avoir l'opportunité pour apprendre les techniques de prise en charge de la douleur avec Bruno Tubert. Parce que, en ville, plus tard, si je me destine à ça, j'aurais vraiment besoin de cette compétence-là. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Le patient du docteur Tubert souffre d'un cancer au niveau des poumons. Comme c'était pas sur la pompe, il n'y avait pas assez de pompe. Pour traiter cette maladie, une fois par mois et pendant 4 heures, il vient dans cette pièce pour suivre des séances de chimiothérapie. Un traitement qui donne un peu d'espoir concernant la guérison, mais qui n'enlève pas la douleur au quotidien. En plus de combattre la maladie par elle-même, c'est de combattre la douleur. Parce que la douleur, c'est quelque chose qui est insupportable. J'ai envie de me battre sans fanatisme, c'est-à-dire, j'ai envie de me battre jusqu'au moment où j'aurai la possibilité de me battre. Mais si un jour je vois que la douleur dépasse
Et cette envie de me battre, j'en finirai d'une autre façon. C'est moi qui commande. C'est pas la douleur qui commande. Après sa séance de chimiothérapie, ce patient et sa femme rencontrent François pour la première fois. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour. Je vous présente François, qui va venir avec nous. Bonjour. 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 Bonjour, Bonjour. Francine, ravie de vous connaître. Venez. C'est l'heure de la consultation douleur. Bon. Racontez-moi un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui déjà. Fatigué. D'accord. Ils ont fait des biopsies et on attend les résultats des biopsies. Et au niveau des douleurs? Presque pas. Presque pas. Presque pas. Alors ça, c'est important pour vous. Ah oui. Hein? Tendez les mains, comme ça. Alors là, ce qui est important et ce que je recherche, c'est que je recherche un signe de surdosage avec une myoclonie. Je ne vois pas de mouvements anormaux, je n'ai pas de signe de myoclonie. C'est important, reposez les mains. Hein. La semaine dernière, hein, ou la semaine d'avant, vous aviez eu la première séance de chimiothérapie. Oui. Comment ça s'est passé? Très bien. D'accord. Mais Pas de vomissement, rien du tout. rien du tout. Vous avez pu vous remettre à peindre un petit peu ou pas? Ah ben, je n'ai pas peint depuis que j'étais opéré. D'accord. Mais cet après-midi, demain matin, je recommence. Ah, vous recommencez, hein, ça vous démange, hein? Ça me démange un peu. Donc ça veut dire que ça va mieux. Bon, on va essayer de tout faire pour que ça puisse continuer comme ça. Ok? Très bien. Et puis on va prévoir de se revoir. Quand est-ce que tu peux les revoir? Moi, je suis disponible. On va prévoir le lundi 8. Enchanté de vous connaître. De même. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Bon courage. Au revoir. Merci. Regarde comment sont positionnées les chaises aujourd'hui. Ouais. Au départ, quand Monsieur Alonso était venu, ils étaient quasiment au même niveau. Parce que lui était pas bien et elle, le protégeant, s'exprimait un peu pour lui. Là aujourd'hui, c'était lui qui s'exprimait tout seul. Ouais. Et ça, c'est un bon critère pour savoir si ton malade, il va mieux. Il va mieux, il est capable de s'exprimer, il prend le devant de la scène. Il va pas bien, il est en difficulté, il y a quelqu'un d'autre qui va s'exprimer pour lui. Donc parfois, rien que quand tu débutes ta consultation, tu sais sur quel pied tu vas partir. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Voilà. Bon. J'ai trouvé ce patient très digne et sa femme aussi très digne aussi par rapport à la maladie, par rapport à ce qui leur arrive, qui doit être très difficile. Ça me touche parce que je suis humain, parce que j'essaye de l'être, mais je sais que c'est le patient, c'est pas moi. Et donc je le vis de façon très professionnelle. Je souffre pas avec lui en fait. Je comprends sa souffrance, j'essaye de comprendre sa souffrance, mais je suis pas en sympathie. Salut, bon week-end. Ah, toi aussi, hein. C'est bientôt fini ton stage? On a encore 2 mois. Encore 2 mois? Ouais. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Ça va? Cela fait maintenant plusieurs semaines que David est cloué à la maison à cause de son accident de scooter. Une situation qui lui pèse un peu plus tous les jours. Passer d'une activité où tu bouges toute la journée, où tu pars le matin à 7h, tu rentres le soir à 8h, où tu as des gardes à plus rien faire, c'est... pour le moral, c'est un peu difficile, mais bon, après on s'adapte et puis on trouve du travail à la maison, on fait de la recherche, des publis. Je pensais gambader rapidement, je me rends compte que c'est long, quoi. Mais, en même temps, je le savais, mais quand c'est pour soi, on a l'impression qu'on peut aller 3 fois plus vite, mais on peut pas aller plus vite que la nature. Voilà, on peut pas recréer de l'os, donc il faut attendre que l'os il se répare tout seul. Je suis au fond du gouffre, je t'assure. Même au fond du gouffre, il est presque midi, l'heure de préparer le repas,
sur une seule jambe. Ça prend pas trop de temps, ça prend quoi, une demi-heure. Mais une demi-heure, avant, c'était dur à trouver, quoi. Des fois, je rigole parce que je me dis qu'est-ce que je faisais à cette heure-ci, le même jour de la semaine, quand j'avais pas la jambe cassée. Alors là, aujourd'hui, on est... quel jour? On est jeudi. Et il est midi, donc en général, j'étais en train d'opérer avec Monsieur Legret à cette heure-ci. Donc là, j'imagine que Monsieur Legret est en train d'opérer. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve parce que... Parce qu'au lieu de ça, je suis en train de trier les légumes. Tu me racontes un peu ce que tu as fait? C'est sûr que depuis mon accident, quand elle rentre de la crèche, je suis là, alors que d'habitude, c'est elle qui m'attend. Donc on va pouvoir prendre le goûter avec papa, alors que d'habitude, c'est avec maman ou avec mamie. Du coup, t'es contente? C'est un point positif, quand même. Oui, ça, c'est très bien. C'est bien qu'il soit là, mais bon, ça aurait été mieux qu'il soit là, mais il s'en a fracturé. Il est là parce qu'il peut pas faire autrement. Il serait plus serein. Il n'a jamais eu autant de vacances, là. Je suis là. Même si David profite de l'instant, il va lui falloir encore plusieurs semaines avant de retrouver l'hôpital et l'excitation du bloc opératoire. Aujourd'hui, Delphine est accompagnée de Justine, la 3e interne du service de chirurgie thoracique. Un patient est en réanimation depuis plusieurs semaines et depuis quelques jours, il ne respire plus très bien. Non, mais je l'ai fait, ça va. Pour que l'air arrive de nouveau à ses poumons, elles vont devoir lui faire une incision au niveau de la gorge, une trachéotomie. Là, on va faire ça toutes les deux, on va le faire avec Justine. C'est une zone que je connais, mais le geste en lui-même, ça reste un inconnu. Hein. Voilà. Donc, bon. Donc, je vais prendre sur Delphine pour transmettre son savoir. Bon, on va aller voir le patient. C'est une journée un peu spéciale pour Delphine. Aujourd'hui, c'est elle qui va jouer le rôle du professeur et Justine, celui de l'élève. Bonjour madame, je suis le docteur Miquelian, je suis une des internes de chirurgie thoracique. On a besoin de faire une petite trachéotomie à votre mari. Vous savez ce que c'est ou pas? Je suis infirmière, réanimatrice, anesthésiste. Bon, bah alors je vous explique pas. Ça, c'est une étape. Oui, je sais. Là, vous voyez, ça fait 15 jours qu'il a... Donc, non, ça fait... Bah, il est opéré, on a dit le 13. Non, il a été opéré la semaine dernière, jeudi. Alors, sur le compte-rendu, c'est pas... Bon, d'accord, excusez-moi. On va bientôt venir le chercher, mais prenez votre temps. Je connaissais bien le dossier, ça fait plaisir. Faire des boulettes, vous aimez pas ça? Bah non, ça fait con, hein. Surtout quelqu'un qui comprend très bien que vous faites une boulette. Non mais c'est vrai, ça fait comme si on connaissait pas le patient. Oui, alors que... On va s'en occuper. C'est un peu gênant, ouais. Qu'est-ce que je fais? J'attends en bas ou... Tout compris, je pense une petite heure, ouais, pour le temps qu'on le ramène, tout ça. Il a fait un spa, il a fait les quoi? Bon, allez, tout à l'heure. C'est pour... Je vais attendre. Dans le dossier, tu feras attention à toi. Tout à l'heure, je donne sur l'anneau, ouais. Il y avait une traque d'IVO, ouais. D'accord. Il a mangé un demi-coup de convoque à 1h. Il y a 1h. C'est pas vrai? Il a mangé un demi-coup de convoque à 1h. J'ai pas pensé à leur demander, moi. Ouais. Attendez, Attendez, arrête tout.
On prend un risque supplémentaire au moment de l'anesthésie en faisant ça. S'il a mangé, il risque de ce qui est dans son estomac remonte, parce qu'il se relâche tout d'un coup au moment de l'anesthésie, et hop, ça va dans ses poumons. Alors là, déjà que ses poumons, voilà. Bon. C'est un risque qu'on prend, mais bon, c'est discutable. Si c'est urgent, il faut le faire, point. Excusez-moi. Apparemment, il a mangé. Il nous dit qu'il a mangé une compote. Il a commencé à manger une compote. Ouais. Et c'était à quelle heure exactement? Une heure et demie alors. Voilà. Donc il y a 2 heures quoi. D'accord. Bon. Ouais, Justine, c'est Delphine. Tu peux dire à Marina, c'est 2 cuillerées de compote il y a 2 heures. Et donc? Bon, ouais, ça va, à mon avis, ça peut aller. Hein. De toute façon, maintenant, on l'a amené. Je pense qu'on va le faire. Retour au bloc opératoire. Le patient est finalement anesthésié comme prévu. Delphine peut préparer son opération sans son chef. On vous sent bien, là, on sent presque excité là. Oui, je suis contente. Non, mais en plus, c'est sympa de faire avec une autre collègue. Et puis, ben, c'est quelque chose qu'on doit être capable de faire. Donc voilà, faut pas. Même si je sais que le chirurgien senior est pas loin. Ouais. Enfin, là, dans le bloc, c'est vous la patronne. Ouais. Oui. Oui. Delphine joue le professeur face à Justine, qui va faire cette banale opération pour la première fois. Donc tu vois, normalement, son cartilage thyroïde qui est là. Là, c'est son cricoïde ici. Là? Ouais. Même si Delphine est bien la responsable de cette intervention, elle est obligée d'informer son senior que l'opération débute. Mais si je lui dis, il va venir. Bon, je lui dis quand même. Faut être réglo. Hein. Ouais. Vous avez pas envie qu'il vienne? Non, mais bon, si j'ai besoin, je serais bien contente qu'il vienne. Donc... Oui, Karel, c'est Delphine. C'est juste pour te prévenir qu'on va commencer la traque. Voilà, comme tu m'avais dit que tu serais dans les parages, je te le dis. Mais voilà, à mon avis, il n'y a pas de... Voilà. C'est bon. Non, c'est bon. Je prends le temps. Delphine est aux anges. Son senior ne viendra pas au bloc, en principe. Elle a donc les pleins pouvoirs. L'opération peut commencer. Entre internes. Voilà. Moi, j'y vais, hein. Incision. Comme prévu, c'est Justine qui démarre la trachéotomie sous la haute surveillance de son chef, Delphine. Alors que l'opération a commencé depuis seulement quelques minutes, le senior de Delphine et de Justine fait son apparition. Enfin, vite fait après au ciseau. Attends, faut juste parce qu'elle roule un tout petit peu. Plutôt au ciseau maintenant, non? C'est là, tu me montres. D'accord. Tu commences pas à aider avant. Non, mais si tu veux... Ok. Pardon. Ouais, ok. L'intervention se révèle un peu plus compliquée que prévu. Delphine ayant plus d'expérience que Justine, c'est elle qui termine l'opération. Bon. Delphine, ouais. Ça s'est pas passé comme prévu? Bah non. C'est-à-dire? Voilà, le senior, il trouvait que voilà, fallait pas c'était pas bien de l'aider parce que c'était une première fois, mais bon, il fait plus ci, il fait plus ça. Moi, je fais ce qu'il me dit, puis voilà. Je pense que c'est non, enfin, ça s'est bien passé en fait, hein, je veux dire. Je suis déçue pour Justine, mais c'est tout. Je sais ce que ça fait de pas savoir le faire, surtout. Voilà. C'est injuste. Comment on s'organise la suite? Bah écoute, non mais... J'ai envie de lui fracasser la tête, quoi, de toute façon. Ouais. Peut-être que j'aurais mis un peu plus de temps, Delphine, effectivement. Parce que moins habituée, parce que machin. Donc j'aurais sûrement mis un peu plus de temps, j'aurais été peut-être un peu plus hésitante. Mais de toute façon, il y a bien un moment où il faut faire la première, quoi. C'est ça le problème, c'est que forcément, si j'ai pas une première fois, à chaque fois on me dira oui, mais t'as jamais fait, alors je préfère que tu fasses pas. Oui, mais dans ces cas-là, je ferai jamais, quoi. Non, j'exagère, parce qu'on finit toujours parfait. Dans le prochain épisode, David va faire son retour à l'hôpital après 7 semaines d'absence. Avec une douleur intense au niveau de sa cheville fracturée, il va devoir prouver à ses chefs qu'il a toujours sa place au bloc opératoire. En fin de semestre, et sous la surveillance de son chef,
Delphine va opérer seule un patient atteint d'une tumeur de la thyroïde. Une intervention chirurgicale à haut risque, où la moindre erreur peut priver définitivement son patient de la parole. Pour la première fois de sa carrière, François va se retrouver seul avec son patient atteint d'un cancer des poumons. Il va devoir montrer à son chef ses capacités à comprendre et traiter la douleur qui ronge cet homme au quotidien. Sixtine va vivre des instants de stress au bloc opératoire, au cours d'une cœlioscopie. En fin de semestre, elle va devoir prouver à son senior qu'elle peut prendre en charge cette opération sans son aide. Paul va devoir affronter une commission qui va évaluer ses capacités de médecin au cours de ce stage. Il va devoir accepter les critiques de ses chefs, pas toujours facile à entendre. Toi, ton rôle, c'est de soigner, point. Tu es le médecin et tu restes dans ton rôle. Point, c'est tout.